Mathieu Lefebvre, bonjour. Bonjour. On va parler bien sûr du groupe d'études sur l'antisémitisme que vous présidez depuis quelques semaines maintenant. Et on va d'abord parler de la réforme des retraites, bien sûr, c'est l'actualité. 64 ans, ce n'est plus négociable. On a eu l'impression qu'Elisabeth Borne haussait le ton, fermait le banc. C'est pour aider les parlementaires de la majorité à verrouiller les débats ? Non, il ne s'agit pas de verrouiller les débats, au contraire, les débats ils vont permettre d'enrichir ce texte. En revanche, on ne peut pas rentrer dans cette discussion en disant que le plus important, à savoir assurer l'équilibre de notre système de retraite et l'améliorer, puisse être remis en question. Donc elle n'a pas fermé le banc, elle a au contraire ouvert la porte au débat, mais dans le respect des limites de son projet politique, qui est un projet d'équilibre de notre système de retraite et de son amélioration. Il y aura donc des améliorations. Oui. Sur les carrières longues, sur les femmes, on voit les points de faiblesse qui sont apparus dans les premiers débats. Les points de faiblesse, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vois qu'il y a un bloc contestataire d'extrême gauche et d'extrême droite qui dit qu'il n'y a rien à améliorer dans ce texte. Et je vois une majorité unie et soudée, avec par ailleurs des membres de partis politiques républicains qui ont envie de l'améliorer. Alors, en effet, on peut le faire sur les carrières longues, sur les carrières des femmes, sur les carrières hachées au sens large. En revanche, ça ne peut pas être fait en remettant en cause l'équilibre global de cette réforme qui est indispensable pour sauver notre système. Donc s'il y a des améliorations qui coûtent un peu d'argent, il faudra trouver des compléments de financement. Ça peut être l'accès à des amendements type taxation sur les entreprises ou mesures fiscales ? Non, le gouvernement est très clair, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts. Pendant des années dans notre pays, on a augmenté les impôts, ça a produit du chômage et du pouvoir d'achat en moins pour les Français. On ne peut pas arriver dans cette discussion en disant le pouvoir d'achat des Français est en difficulté, et il l'est, et augmenter les impôts des Français. Par exemple, si on veut équilibrer notre système de retraite demain uniquement par des hausses d'impôts, c'est 450 € d'impôts en plus pour les Français. C'est totalement incompatible avec la préservation de leur pouvoir d'achat. Pour le parlementaire que vous êtes, une clause de revoyure, c'est-à-dire qu'en 2027 ou 2028, on regarde l'efficacité de ce qui aura été voté, c'est acceptable, c'est pertinent ? Oui, il faut toujours évaluer ce qu'on a fait et ce qu'on a voté, mais on s'aperçoit par exemple qu'en 2010, quand on a fait la réforme des retraites, le gouvernement auquel Éric Woerth appartenait, cette réforme elle a produit des effets positifs, et notamment sur l'effet sur l'emploi des seniors. De ce point de vue, une clause de revoyure est tout à fait pertinente. Alors la NUPES bordélise le débat, c'est Gérald Darmanin qui dit cela. Est-ce que vous approuvez le mot et la chose ? Je crois que Gérald Darmanin, il a raison. Pendant des années, on a eu des hommes politiques qui avaient une langue de bois. Gérald Darmanin, il parle direct, il parle clair. Et il n'y a rien de pire que pour les travailleurs, leur dire n'importe quoi. On peut leur vendre la retraite à 60 ans, la retraite à 50 ans, et même ne pas travailler du tout. Mais c'est pas respecter les travailleurs de ce pays. Gérald Darmanin, lui, il les respecte. Il sait ce que ça veut dire que de se lever tôt. Je crois qu'il a raison d'assumer le fait que oui, notre réforme, elle consiste à travailler un petit peu plus tout au long de la vie. On a fait un peu trop de pédagogie technocratique depuis 10 jours et pas assez de combat politique ? Je crois pas, je pense qu'il faut les deux, il faut à la fois de la pédagogie et du combat, mais en tout cas, il faut pas penser que les Français sont des imbéciles, il faut pas leur dire que on pourra continuer à vivre comme ça alors que tous les pays européens ont relevé l'âge légal de départ à la retraite. On peut pas continuer à dire aux Français qu'il n'y a pas de problème de financement de notre système de retraite. On peut pas continuer à leur dire que la retraite à 60 ans, c'est une possibilité dans notre pays. Ce n'est pas une possibilité, c'est une vieille lune. Cette réforme, elle vous a coûté une circonscription hier en Charente ? Une partielle qui est perdue. Je sais pas. En tout cas, j'observe que dans ce pays, il y a une montée du vote contestataire. Et j'observe que la majorité est la seule capable de reprendre des circonscriptions au Rassemblement national. Ça a été le cas dans la Marne, avec une nouvelle députée Renaissance. En revanche, oui, il y a des difficultés avec la NUPES, par exemple, dans ces circonscriptions en Charente. Mais c'est plutôt, je crois, une montée du vote contestataire, plutôt qu'une défiance à l'endroit de cette réforme. Vous craignez un blocage, c'est-à-dire que les grèves se succèdent et que le pays bascule comme en 95 dans une paralysie ? Je ne le crains pas. Vous ne le sentez pas sur le terrain ? Écoutez, c'est difficile à dire. Il y a une contestation sociale qui est vive, il y a des incompréhensions, il y a des doutes qu'il faut lever, il faut discuter, il faut dialoguer. En revanche, j'ai le sentiment aussi que les Français, ils comprennent bien l'enjeu du vieillissement démographique. Ils comprennent bien aussi qu'on ne fait pas cette réforme parce qu'on n'a pas envie de courir le risque de l'impopularité. Moi, quand je demande à mes adversaires, mais pourquoi on s'échine à faire une réforme qui est impopulaire ? Ils me disent, ils savent pas bien, ils bégayent un petit peu. Ils me disent, c'est pour les grands groupes, c'est pour le grand patronat. Non, c'est pour sauver notre système de retraite. Il y avait d'autres solutions pour sauver notre système de retraite. On pouvait, comme vous l'avez dit, augmenter les impôts, on pouvait baisser les pensions des retraités. Ça, c'est des choix politiques. On ne les a pas faits et on peut rentrer dans le débat avec nos adversaires pour savoir si on doit ou non faire ces choix. En revanche, le fait que notre système de retraite soit en difficulté et que demain il soit mis à mal, ça, c'est indiscutable. Alors vous présidez depuis le début de l'année le groupe d'études sur l'antisémitisme. À quoi ça sert un groupe d'études à l'Assemblée nationale ? Ça sert à redoubler de vigilance par rapport à l'ensemble des actes antisémites.
ça sert aussi à faire en sorte d'avoir plus de prévention, d'aller dans le sens d'une meilleure éducation, une éducation civique et C'est là que ça morale. se joue, sur le terrain de l'éducation civique? Ah, moi, je pense qu'il y a à la fois un rôle de prévention des actes antisémites, et de ce point de vue, l'éducation est essentielle. Et moi, en tant que président du groupe d'études, je souhaite ne plus avoir aucun professeur qui me dise Monsieur le député, je suis incapable d'enseigner la Shoah à l'école. Je souhaite revenir là-dessus. Il faut absolument qu'on ait ce rôle de prévention, que l'histoire puisse nous enseigner le présent. Il faut aussi avoir une réponse pénale encore plus ferme par rapport à l'ensemble des actes antisémites. Et puis, voir également sous quel paravent se cache le nouvel antisémitisme et les nouveaux antisémitismes. Tous ces paravents, il convient de les démasquer, et c'est ça le rôle du groupe d'études. Et quels sont-ils? Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le danger est plutôt dans la résurgence d'une espèce d'ultra-droite identitaire néo-nazie, ou bien c'est l'islamisme qui nourrit l'antisémitisme nouveau? J'ai le sentiment qu'il y a des antisémitismes aujourd'hui. Il y a en effet un gaucho antisémitisme, comme vous le dites. On l'a vu avec la proposition de résolution de la NUPES sur l'État d'Israël apartheid. Voilà à quoi on en est réduit. Il y a aujourd'hui incontestablement derrière l'antisionisme un antisémitisme qui ne dit pas son nom. Il y a aussi derrière l'antiracisme un antisémitisme qui ne dit pas son nom. Et évidemment derrière l'islamisme radical. Donc je crois qu'il convient de soulever tous ces paravents et de mettre au jour toutes ces nouvelles formes de haine. Et c'est ce à quoi on va s'atteler avec notre groupe d'études. Comment peut-on faire pour aider un prof qui ne peut pas enseigner la Shoah parce que sa classe est trop turbulente? Ils ne le font pas volontairement, ces profs, ils savent bien qu'ils sont en minorité. Comment faire? On ne va pas mettre un policier dans chaque classe. Non, on ne va pas mettre un policier dans chaque classe, c'est un travail de longue haleine, on ne va pas y arriver du jour au lendemain, mais il faut aussi que les professeurs ils soient capables de se dire qu'ils ne courent aucun risque, et c'est ce que fait le ministre de l'Éducation nationale, et c'est ce que fait singulièrement l'Éducation nationale depuis le drame de Samuel Paty, que les professeurs puissent enseigner notre histoire et avoir une action au service de la liberté d'expression qui est incontestable et incontestée. Le pas de vague, c'est encore un danger à l'éducation nationale? Mais moi, je crois que pas de vague, c'est toujours un danger. Il faut enseigner les choses et dire les choses, et rien n'est pire que de reléguer l'histoire au rang du silence. Le silence, c'est ce qui est la garantie pour l'horreur dans l'avenir. L'horreur dans l'avenir, elle sera atténuée si on se rappelle du passé. On est aujourd'hui le 30 janvier, vous l'avez dit, c'est le 90e anniversaire de l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Et bien, je crois que nous devons tous nous souvenir pour éviter ces drames à l'avenir. Et de ce point de vue, l'école joue un rôle essentiel. Il y a un plan de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, la discrimination qui sera annoncé par la Première ministre aujourd'hui. Un Xème plan, a-t-on envie de dire? Non, je ne crois pas que ce soit un Xème plan. Il y a des mesures fortes qui vont être annoncées, notamment le fait de rendre une sanction pénale plus systématique et puis de répondre à l'ensemble des actes. On évoquait, il y a évidemment les actes barbares, une barbarie antisémite, raciste, mais il y a aussi un antisémitisme et un racisme du quotidien auquel il faut pouvoir répondre. Et je crois que ce plan, il permet de ne rien laisser passer, de se dire que chaque acte ne doit pas rester impuni et que chaque acte doit faire l'objet d'une réponse quelle qu'elle soit. Cette réponse pénale, c'est quoi? C'est une amende systématique? On ne va pas mettre en prison, les prisons sont déjà pleines pour des paroles. Ben, moi, je pense que pour l'apologie du terrorisme, on doit mettre en prison, et c'est le cas aujourd'hui, et c'est bien normal. La justice est prête à cette conversion-là, à ce durcissement? La justice, elle est non seulement prête, mais elle fait aussi de ses actes sa priorité. Et c'est aussi la noblesse de la République que de se dire que dans une République, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. On n'a pas le droit de faire l'apologie du terrorisme, c'est un délit et c'est aussi un scandale. Le Rassemblement national a tenté de prendre la présidence de ce groupe d'études sur l'antisémitisme. Est-ce que les élus RN sont les bienvenus dans votre groupe et dans ces travaux? D'abord, il était hors de question que le Rassemblement national, compte tenu de son histoire, puisse prendre la tête de ce groupe d'études. Quand on considère que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire, on n'a pas le droit de prendre la tête de ce groupe d'études. Aurore Berger et Sylvain Maillard, mon prédécesseur, y ont veillé, et c'est évidemment la majorité qui prend la tête de ce groupe d'études. En revanche, moi je ne peux pas empêcher des députés du Rassemblement national d'y participer, mais je peux vous dire que je ne tolérerai aucun dérapage de leur part comme de la part d'aucun des membres de ce groupe d'études. 2 attentats à Jérusalem, dont un qui a fait 7 morts près d'une synagogue. Le président de la République française s'est entretenu avec le Premier ministre. Que faire? D'abord, il faut adresser un message de solidarité à l'endroit du peuple israélien, de grande colère également, et aussi de grande tristesse, et de condamnation des acclamations qui ont pu être corrélatives à cet attentat. Mais je crois que le président de la République a raison quand il évoque le besoin d'une désescalade dans la violence. Il faut que toutes les voies de paix et toutes les voies diplomatiques puissent être activées pour revenir à un niveau de paix. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance ou une inquiétude française vis-à-vis de ce gouvernement qui est marqué, on le sait, par une
ligne très dure. Non, il n'y a pas de méfiance vis-à-vis de ce gouvernement, il y a une méfiance vis-à-vis de la violence de part et d'autre. Et le président de la République, il condamne évidemment, naturellement, tous ces types de violences. Et moi, il m'appartient pas, et il appartient pas au président de la République de critiquer le choix démocratique du peuple d'Israël s'agissant de son gouvernement. Il se tient prêt, le président, à participer à une reprise du dialogue entre les Palestiniens et le gouvernement d'Israël. Il y a un espoir, il y a une possibilité? En tout cas, ce que je sais, c'est que s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'espoir. Donc j'imagine évidemment que la diplomatie française, elle a vocation à interférer. Mais le sujet, c'est d'abord un sujet, un appel à la raison et à la responsabilité de la part de l'ensemble des parties. La violence ne peut pas et ne doit jamais être une solution. Dans le développement des violences d'État et des menaces d'État, l'Iran a fait une liste de personnalités, d'institutions françaises qui sont des ennemis pour l'Iran, qui sont même des terroristes. Radio J figure en tête de cette liste. On a l'impression que le gouvernement prend cela avec un peu d'indifférence. En tout cas, n'a pas fait beaucoup de bruit pour protéger les personnes et Radio J menacées. Le gouvernement fait peut-être pas beaucoup de bruit, mais il agit en silence pour protéger toutes les personnes qui doivent l'être, et singulièrement leur liberté d'expression. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que le ministre de l'Intérieur prendra toutes les mesures nécessaires, à la fois pour auditer Radio J, voir comment on peut améliorer la sécurité, et surtout faire preuve à l'endroit du renseignement pour éviter toute forme d'attaque, comme pour tout média, comme pour toute personne qui est menacée sur le territoire national. Daesh n'est plus là, on n'a pas un peu baissé la garde, il y a eu d'autres soucis, la Covid, la crise économique? Non, je ne crois pas qu'on ait baissé la garde. Nos services de renseignement sont extrêmement mobilisés, nos forces de l'ordre également. Évidemment, on peut toujours faire plus, mais je crois que le gouvernement ne prend aucune menace à la légère, et c'est bien là l'essentiel. Mathieu Lefebvre, président du groupe d'études sur l'antisémitisme, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain matin, 7h45, votre invité sera Stéphane Manigold, président de la branche restauration de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie pour Paris et l'Île-de-France.